Dans le film Fargo, les frères Cohen racontent l'histoire d'un vendeur de voitures criblé de dettes qui fait enlever sa propre femme pour empocher une rançon de son beau-père. Évidemment, ça finit en carnage. Le générique d'ouverture indique que le film est inspiré d'une histoire vraie. Et je me disais que ce fait divers de 1987 était vraiment atroce. Jusqu'au jour où j'ai appris, des années après tout le monde, que le fait divers en question était totalement inventé. Et ça me stresse. Quand je lis un livre ou que je regarde un film, j'ai besoin de savoir si j'ai affaire à de la fiction ou pas. Est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose sur le monde réel ou est-ce que je suis en train de voyager dans un monde imaginaire? Quand on lit du Pierre Bayard, on comprend vite que cette distinction est vaine. Professeur de littérature et psychanalyste, Pierre Bayard construit une œuvre singulière et déroutante, à cheval entre la fiction et les sciences sociales. Dans ses livres, il montre que la fiction déborde largement des romans pour s'insinuer partout, y compris dans les travaux en sciences sociales les plus intéressants. Plutôt que de chercher à tout prix à distinguer le fait qui serait vraiment arrivé de la fiction qui serait inventée, il invite à réfléchir à l'interaction des deux. Quelle est la place des récits dans nos vies? Peut-on élaborer une théorie vraie à partir de faits faux? La vérité est-elle une phase? Qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qu'il faut croire? Faire un entretien avec Pierre Bayard, c'est forcément faire un épisode un peu à part où on ne sait jamais trop ce qui est du lard et ce qui est du cochon. Il suffit de citer quelques-uns de ses ouvrages pour se faire une idée du personnage. Son livre le plus connu s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », mais il y a aussi « Comment améliorer les œuvres ratées » ou encore « Et si les œuvres changeaient d'auteur ». Et ce qui n'est pas évident quand on l'interroge, c'est de savoir si on a affaire à l'auteur du livre ou au narrateur, qui réfléchit de façon très sérieuse et argumentée, mais à qui il arrive de pousser la logique jusqu'au délire. Je suis probablement un des rares auteurs de sciences humaines dont la préoccupation première est de faire sourire ou rire. Ce qui est très important pour moi, c'est d'essayer d'inventer un nouveau genre que j'ai appelé celui de la fiction théorique, qui se situe à mi-chemin de la littérature et des sciences humaines, avec un élément fondamental qui est la déstabilisation du pôle d'écriture. Je confie l'écriture de mes livres à un narrateur ou une narratrice qui est un personnage. Ce qui n'est pas le cas en général en sciences humaines. Et en plus, un narrateur dont je dirais au minimum qu'il a fumé la moquette, ou au pire qu'il est paranoïaque. C'est-à-dire, il donne une vision du monde paranoïaque, ce qui me permet de faire vivre à mes lectrices et lecteurs une expérience de pensée. Et si on imaginait, par exemple, que ça n'est pas telle personne dans un livre qui a tué, mais quelqu'un d'autre. Et donc, à partir de là, je laisse un personnage théorisé. Quand je reprends La recherche du temps perdu en proposant de retirer les digressions et disant que Proust est trop long, c'est absurde. C'est pas complètement faux non plus de dire que c'est trop long. Vous voyez, donc c'est cet état d'écriture indécidable qui m'intéresse, parce que pour moi, avec cette indécidabilité qu'on ne trouve pas en sciences humaines, je rentre dans la littérature. Par exemple, cette idée qu'il pourrait arriver à des auteurs de s'inspirer d'événements qui ne leur sont pas encore arrivés, a priori, c'est absurde. Et quand je suis dans un état normal, je me dis que y a quelque chose qui tourne pas rond et qu'il est peut-être temps que je recommence une autre tranche d'analyse. Mais d'un autre côté, on m'a cité tellement d'exemples allant dans ce sens, après l'écriture de livres, que je me dis par moments, mais après tout, il y a peut-être quelque chose de vrai dans cette histoire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce moment d'indécidabilité, où je me dis, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Parce que pour moi, c'est vraiment un moment littéraire que de ne plus être à l'intérieur d'une théorie, d'une affirmation monolithique, mais dans un état d'instabilité. Pour Pierre Bayard, la fiction littéraire n'est pas une sphère séparée, cohérente et close, sous contrôle de son auteur et à l'abri du monde réel. C'est ce qu'il met en scène à travers ce qu'il appelle sa critique interventionniste, dans laquelle il intervient donc directement sur les œuvres. Le courant théorique que j'ai créé, c'est celui de la critique interventionniste, avec cette idée que j'oppose à la critique académique, avec cette idée que le critique ne doit pas se contenter de commenter l'œuvre, comme le font mes collègues, mais doit aussi ne pas hésiter à intervenir dessus pour modifier l'œuvre. Alors, de précision, d'abord, en tant que psychanalyste, je considère que nous le faisons en permanence de toute façon. Donc, autant prendre en charge cette modification et essayer de faire apparaître toutes les autres possibilités que l'œuvre porte en elle-même. Par ailleurs, cette intervention, elle date de l'origine de l'humanité. Très tôt, dès la première œuvre, vous avez d'autres auteurs qui sont intervenus. Le Moyen-Âge, par exemple,
Vous avez ce qu'on appelle à l'époque l'interpolation. Comme il n'y a pas d'imprimerie, les scribes, les clercs recopient les textes. Ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur grain de sel. D'abord parce qu'ils s'embêtent et puis parce que ce sont gens de bon sens. Il faut remarquer que là, il faut ajouter un élément parce qu'on ne sait plus qui est ce personnage, que la description est incomplète, qu'il y a une ellipse dans la narration qu'il faut combler, etc. Ils font de l'interventionnisme critique, comme je le fais moi-même, en revendiquant ce fait que de toute façon, puisque nous ne cessons d'intervenir sur les œuvres préconsciemment ou inconsciemment, autant l'accepter et en faire un courant théorique à part entière. Et donc, on retrouve cette idée de la mobilité des œuvres. Oui, parce qu'elle revient à tenir compte du fait que nous intervenons sans cesse sur l'œuvre, oui, qui peut sembler semblable à elle-même matériellement, et qui en fait ne cesse de bouger de par nous-mêmes, de par la projection, de par les fantasmes. Sur les livres, vous dites que les lecteurs lisent les livres à partir de ce que vous appelez leur bibliothèque intérieure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la bibliothèque intérieure qu'on a chacun ? Je crois qu'on a chacun toute une série de livres qui nous ont marqués, de citations, de fantasmes à propos de ces livres. Et on est peuplé de livres. L'imprégnation littéraire cisèle, organise, structure notre perception du monde. Pour Pierre Bayard, un texte littéraire n'est pas une structure complète, un monde fermé. C'est un objet mouvant, instable, et c'est l'inconscient du lecteur qui l'anime, notamment à partir de sa bibliothèque intérieure. J'aime bien cette notion d'un ensemble de livres sur lequel notre personnalité se construit et qui organise ensuite notre rapport au texte et aux autres. Dans cette bibliothèque, il y a quelques titres précis, mais le plus souvent, ce sont des fragments dont on se souvient à peine, mais dont on sait qu'ils nous ont marqués et qu'on reconstitue à notre manière. Souvent, nous fictionnons quand nous parlons des livres, de même que nous fictionnons le passé dans ce que Freud appelle les souvenirs écrans. Freud montrait comment les souvenirs qui nous paraissent les plus importants dans notre petite enfance sont en fait des souvenirs remaniés qui condensent des expériences fantasmatiques, y compris des expériences faites plus tard. A little baby was born there. He was born that day. And not another. His daddy and his mummy live at number 7. Everything we see exists. We can see it. I can see Mummy's eyes. Quand on parle d'un livre qu'on a lu mais oublié, on le fictionne à ce moment-là en partie. Oui, je crois que vous pouvez faire l'expérience au cinéma. On est souvent marqué au cinéma, dans l'enfance ou dans l'adolescence, par telle scène particulière, et quand vous allez revoir le film, vous vous rendez compte qu'elle n'y était pas, ou qu'elle n'était pas sous cette forme, qu'elle appartenait à un autre film, etc. Et là, ce serait vraiment le cas d'employer l'expression souvenir écran pour ces faux souvenirs du cinéma. Les écrivains n'ont donc pas le monopole sur leur œuvre, puisque les lecteurs projettent en quelque sorte leur propre fiction sur les autres fictions. Pierre Bayard pousse ce raisonnement très loin, en affirmant que les écrivains ne détiennent pas la vérité sur leurs récits, et que par conséquent, ils ne savent pas tout de leurs personnages. Ma conviction profonde, c'est que les personnages de fiction ont une vie autonome. Parce que beaucoup d'écrivains et d'écrivaines vous le diront, le personnage m'échappe. Where shall we go? Where shall we go? Truman, where are we going? We know. Guess I'm being spontaneous. Vous avez des personnages qui disparaissent dans les œuvres sans que l'auteur s'en rende compte. Mon attention avait été attirée sur ce point par une pièce de Shakespeare, Comme il vous plaira, dans lequel vous avez un personnage de premier plan qui s'appelle Adam, qui disparaît complètement à partir du 3e acte. Tous les préfaciers disent Shakespeare a oublié un personnage en cours de route. Non, il n'a pas oublié un personnage, il lui est arrivé quelque chose de malheureux. Par exemple, alors je crée un autre courant qui s'appelle la critique policière, je pense qu'ils commettent des meurtres ou des délits à l'insu de leurs auteurs, de leurs autrices. Et donc, il arrive aux auteurs, aux autrices, aux détectives, dans les livres, de se tromper. Par exemple, dans son livre « La vérité sur Ils étaient 10 », le narrateur se présente comme le véritable coupable du roman d'Agatha Christie. Près de 80 ans après les événements, j'estime donc que le temps est venu pour moi de prendre enfin la parole afin d'innocenter la personne qui a été injustement accusée à ma place, d'expliquer l'enchaînement des faits et de révéler au monde la vérité. Il m'a toujours semblé étonnant et scandaleux que les personnages de fiction, alors même que chacun leur reconnaît une forme d'existence, ne soient jamais appelés à donner leurs sentiments sur les textes dont ils sont l'objet. Les écrivains ne sont donc pas les seuls maîtres de leur œuvre, mais Pierre Bayard va plus loin. Dans 2 de ses livres, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits et Comment parler des lieux où l'on n'a pas été,
il montre que la fiction ne se cantonne absolument pas à la sphère des romans et de la littérature. Il met en lumière toute la part d'erreurs, de mensonges et d'inventions qui se trouvent au cœur de récits autobiographiques censés être factuels. Je reviens sur l'histoire de Marco Polo, qui est censé avoir visité la Chine. Alors, il l'aurait visité pendant des années et des années. Il ne s'est jamais rendu compte que les caractères chinois étaient différents des caractères occidentaux. Il n'a jamais croisé la Grande Muraille de Chine. Et il y a vu des licornes, notamment. Alors, moi, quand on me raconte ça, il y a une petite lueur qui s'allume en moi en me disant attention, fake news. Moi, je pense qu'il est sagement, comme beaucoup d'écrivains, d'écrivaines qui racontent leur voyage, il est sagement resté à Venise. Il avait probablement une femme ou un homme à séduire, à qui il racontait avec l'imagination que l'on peut découvrir ses voyages. Alors, juste pour être au clair, Marco Polo, c'est sûr que c'est l'invention ou c'est votre hypothèse? C'est une chercheuse américaine qui a mis en doute, c'est tout. Mais il n'y a pas de preuve ni dans un sens ni dans l'autre. Okay. Parce que le fait, bon, le plus ridicule, évidemment, c'est l'histoire des licornes. Mais en fait, les voyageurs en mettent un peu partout. Donc, on a de preuves ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord. Mais lui, il n'en fait pas une théorie. Ce qui est intéressant, c'est les gens qui en font une théorie. Oui. Et par exemple, Chateaubriand. Les voyages de Chateaubriand, c'est extraordinaire. Par exemple, il raconte sa rencontre avec Washington. Mais malheureusement, les gens qui ont travaillé sur la biographie de Washington et de Chateaubriand ont montré qu'ils n'avaient pas pu se croiser. Il raconte des lieux dans lesquels il n'a pas été. Mais il y a une théorie sous-jacente. Par exemple, il va sur le site d'Argos, en Grèce, et là, le guide veut aller lui montrer un temple qu'il aperçoit de loin. Et Chateaubriand dit non, moi je reste à l'écart. Et, dit-il, je vois les choses en perspective. C'est-à-dire qu'il voit les choses il tient à voir les choses de plus loin pour ne pas se laisser absorber par les détails. C'est le rapport de Chateaubriand au lieu. Il les pense dans l'histoire et donc il ne faut surtout pas qu'il soit retardé dans cette pensée par une visite trop précise. Ça rappelle un peu ce bibliothécaire de l'homme sans qualité de Mouzil, auquel j'avais consacré le premier chapitre de Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, qui disait qu'il n'ouvrait jamais un livre parce qu'il voulait avoir une vision globale de la bibliothèque. T'as vu? Regarde. Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette. Que des grands. C'est bien sûr absurde de ne pas vouloir lire un livre ou voir un lieu pour mieux le connaître, mais de fait, une vision en perspective permet de ne pas se perdre dans les détails. Et puis, de toute façon, qu'un écrivain comme Chateaubriand enjolive ses récits de voyage, on n'est qu'à moitié surpris. De manière générale, dans le genre de l'autofiction, il y a une sorte de pacte de lecture qui fait que l'on accepte que l'exactitude factuelle ne soit pas toujours respectée. En revanche, ce qui m'a plus troublé en lisant Pierre Bayard, c'est d'apprendre que certains grands chercheurs en sciences sociales s'étaient appuyés involontairement sur des faits totalement faux. Il y a plein de théories de sciences sociales très intéressantes et peut-être très opérantes, mais qui en fait sont fondées sur soit des erreurs, soit des inventions. C'est une histoire assez fabuleuse. Margaret Mead, au début des années 30, fait un best-seller après avoir passé un séjour en tant qu'ethnologue dans les îles Samoa. Et elle arrive dans les îles avec la thèse culturaliste, c'est-à-dire cette idée que nos comportements, et en particulier nos comportements sexuels, sont déterminés par l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons. Et elle interroge de jeunes Samoanes qui lui racontent la vie sexuelle des Samoans, qui est une vie sexuelle libre, quasiment débridée, tout le monde fait l'amour avec tout le monde, etc. Et donc elle montre bien comment, en l'absence des tabous de la religion chrétienne, on a de tout autre comportement. Et le livre va faire un best-seller mondial et vraiment bouleverser la sexualité des gens sur la planète. Sauf qu'elle est partie d'une fable, parce que les jeunes Samoanes qu'elle a rencontrés en dehors des villages ont très vite vu à qui elles avaient affaire et ce qu'attendait inconsciemment Margaret Mead, c'est-à-dire des récits passionnants, et elles se sont lancées dans des fables d'autant plus débridées que la sexualité des Samoans était encore plus corsetée dans des tabous que celle de la société occidentale. Et donc vous voyez là comment elle s'est fait piéger complètement par ces informatrices et comment elle a eu des effets conséquents, et je pense finalement assez libérateurs, à partir de quelque chose qui était sorti de la pure imagination de deux adolescentes. Je pense à Freud qui invente autour des années 1910 le concept de sublimation. Son idée, c'est que la créativité en littérature, en art, en sciences, c'est une forme d'énergie sexuelle.
Et donc, dit Freud, rien d'étonnant à ce que certains grands créateurs, créatrices aient une vie sexuelle pauvre. Tenez, dit-il, l'exemple de Léonard de Vinci. Voilà quelqu'un qui a une grande réussite en tant que créateur de peinture et en tant que scientifique et qui avait une vie sexuelle extrêmement pauvre. Le problème, c'est que c'est exactement le contraire. Parce qu'à l'époque de Freud, étant donné que Léonard de Vinci était homosexuel, on ne parlait pas de sa vie sexuelle. Donc la théorie de Freud est intéressante, elle est probablement juste dans un certain cas, et elle s'applique à beaucoup de monde, sauf à Léonard de Vinci. Et il y a un autre exemple qui d'ailleurs n'est toujours pas démenti parce que celles qui l'utilisent ne font pas la rectification, c'est la banalité du mal d'Hannah Arendt. Cette idée, dit Hannah Arendt, que les grandes exterminations, les crimes collectifs, comme la Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe, sont pas dus seulement à quelques grands responsables, comme Hitler, Himmler ou Göring, mais aussi à une multitude de petites mains, des criminels de bureau, qui se contentent d'obéir aux ordres sans se poser de questions, et qui sont aussi responsables. Et elle prend comme exemple, parce qu'elle a assisté au procès d'Eichmann à Jérusalem, Eichmann. Or, ce qu'elle dit est vrai. Il y a une quantité de criminels de bureau, de petites mains, qui ont participé à l'extermination des Juifs. Meine Aufgabe war es gewesen, die transporttechnischen Angelegenheiten so zu steuern, dass es termingerecht und dass die Zahlen nicht überschritten wurden, durchgeführt worden ist. Eichmann, c'est le contre-exemple absolu. C'est un des penseurs de l'extermination. Simplement, elle a été piégée par la défense de l'avocat d'Eichmann, qui a essayé de faire croire au jury que ce type se contentait d'obéir aux ordres, ce qui est exactement le contraire d'Eichmann. Là encore, on a une théorie qui est juste, probablement, mais qui est partie d'une fiction. Parce que la fiction donne quelque chose de parlant. Ce que j'appelle un exemplum, quelque chose qui frappe l'imagination. Et donc, quelquefois, le cas ne sera pas réel, mais il aura la productivité suffisante pour qu'on construise une théorie scientifique dessus. C'est la fécondité du faux. Vous avez cette expression que je trouve assez parlante. Dans certains cas, entendons-nous. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de défendre cette idée que plus c'est faux, plus c'est vrai. Mais il y a des cas, paradoxalement, où la fiction, dans ce cas-là d'esthétique, c'est-à-dire de ramasser, de parlant, peut permettre l'élaboration d'une théorie. Toute la démarche de Pierre Bayard permet de réfléchir à l'interaction entre la fiction et la réalité. Même un simple fait a souvent besoin d'être construit en récit pour être intelligible, et une fiction, ou une erreur, un mensonge, un fantasme, peut être à la source d'une meilleure compréhension du monde, d'une vérité sur le monde. En fait, pour lui, même au-delà de la littérature et des sciences sociales, la fiction et le récit sont omniprésents dans nos vies. Si vous prenez la vision psychanalytique du monde, eh bien, vous avez toute une série de concepts freudiens qui vont dans ce sens. C'est-à-dire dans cette idée que la fiction imprègne, traverse notre perception du monde. Pensez à la notion de projection, à la notion de souvenir écran, au fantasme qui pénètre notre représentation du monde. Vous savez, il y avait un courant autour de Lacan qui revendiquait cette idée que l'être humain est un être de langage, ce que Lacan appelle un par-l'être. Moi, je serais tenté de dire, prolongeant l'intuition de Lacan, que l'être humain est un être de récit. On pourrait même dire un art-être, puisque lui parlait de par-l'être. Nous avons besoin des récits. Et c'est sans doute ce qui nous caractérise par rapport à d'autres formes de vie animale. Pourquoi avons-nous besoin des récits ? Le récit met en ordre le réel, qui autrement nous apparaîtrait comme une série d'événements désorganisés et donc très angoissants. Il y a un caractère très désangoissant dans le récit. When the first baby laughed for the first time, the laugh broke into 1,000 pieces and they all went skipping about. That was the beginning of fairies. C'est pour ça que nous allons vivre avec des récits que nous allons fabriquer. C'est le cas pour les individus, c'est le cas pour les peuples aussi. Pensez à ces récits mythiques sur lesquels les nations se construisent, quelquefois de façon tragique. On le voit aujourd'hui. Il y a aujourd'hui en circulation dans l'espace international une mythologie du passé. Ce qu'on pourrait appeler le grand pays que l'on a été, le grand pays du passé. La grande Russie telle qu'elle était avant, les grands États-Unis. Et c'est des souvenirs écrans, parce que la plupart du temps, c'est des constructions complètement imaginaires, mais dont les peuples ont besoin, et dont les idéologues ont besoin pour faire marcher les peuples. Nous avons besoin de récits
pour vivre, pour survivre. Je pense que quelqu'un qui perd le récit, y compris le récit de sa propre vie, qui est largement fantasmatique, risque de tomber dans la dépression ou dans des problèmes psychiques très graves. Nous sommes des êtres de récit. Et qu'on le veuille ou non, les fantasmes, les souvenirs écrans, les projections nous conduisent à inventer, à fictionner et ainsi à intervenir sur le monde et sur les textes. Il nous arrive de parler de lieux que l'on n'a pas visités, de faits qui ne se sont pas produits ou de livres que l'on n'a pas lus. Que les inventions soient volontairement ou involontairement trompeuses, les grandes fictions des romans et les petites fictions de notre quotidien recèlent une part de vérité. Comme l'écrit Pierre Bayard, ce ne sont pas les récits trompeurs qui rongent les couples et les sociétés et les détruisent, c'est bien davantage leur qualité médiocre. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!